On va parler d'orthophonie avec une amie, une collègue, Laurence Ribeiro. Sais-tu, je l'ai-tu bien dit? Tu l'as bien dit. D'abord, tu as un master en orthophonie, démarré une clinique aussi en privé, tu travailles dans les écoles aussi, puis tu fais de la guidance parentale. Ça fait partie, partie du travail. Ouais, c'est ça. Puis, tu es aussi maman. Tes enfants, ils ont quel âge, là? Alors, j'en ai deux. J'ai deux garçons. Il y en a un qui a 5 ans, puis il y a l'autre qui a 6 ans. Je voulais savoir, avant de parler d'orthophonie, quand même connaître l'humaine, la femme derrière toi. Comment elle était, Laurence, quand elle était à l'école? Ah, petite! Est-ce que tu as un parcours unique ou il y a eu de la mouvance? Très intéressant, parce que dans mon parcours, en fait, j'ai été les deux types d'élèves. C'est-à-dire que de mes 6 ans jusqu'à mes 10 ans, j'étais une très bonne élève. Je connaissais mes choses et tout, organisée, structurée, aidée avec mes parents et tout. Puis on a déménagé. Et là, je suis passée de l'autre côté de la barrière. Je suis devenue, une mauvaise élève, mais une vraiment sur le bord. Limite. Donc en fait, je sais c'est quoi bien apprendre, puis je sais c'est quoi avoir des difficultés à apprendre. Puis c'est là que je me suis rendu compte que tout l'aspect émotionnel, amical, familial, il compte beaucoup. Mais complètement. C'est la première fois que j'ai un témoignage aussi. Déménagement d'une autre ville, Déménagement d'un autre pays, entre guillemets. En fait, je suis partie de la Normandie, puis on est allé vivre en Guyane française, en plein milieu de l'année, au mois de mars. Et là, on arrive. Je mets un uniforme, je vais chez les bonnes sœurs. Ouais, c'est dans un petit village, moi, école publique et tout. Et je perds mes repères, je grossis. Parce que en fait, je compense la tristesse, le malaise, le stress et tout. Donc, je deviens une autre enfant. Et donc ça me fait la chair de poule. Et ce qui s'est passé, ça s'est replacé. Mais là, bim, on redéménage encore. Comment ça s'est replacé? C'est vraiment ton adaptabilité qui s'est mise en route? C'est pas tes parents qui ont fait une intervention? Non, c'est le temps, c'est ça. C'est très intéressant en même temps ta question parce que finalement, à ce moment-là, il me fallait au moins 3 ans, tu vois. J'ai l'impression qu'il me faut 3 ans pour que je m'habitue à un environnement, à des gens, à une famille. Puis au bout de 3 ans, on a redéménagé. Et donc, c'est reparti encore, mais là encore plus bas. Là, on se demandait, on a fait passer, est-ce qu'on les fait pas passer? Tu sais, en France, on fait encore redoubler, enfin, en tout cas à l'époque, on faisait encore redoubler. Mais voilà, donc mon parcours scolaire, il a commencé au tip top. Puis après, ça a été un peu la cascade. Et puis, en première, donc au cégep ici, où on choisit un peu ses spécialités, là, ça s'est vraiment bien replacé. Je faisais ce que j'aimais. Donc beaucoup plus d'études littéraires, moins de mathématiques et tout. J'ai eu mon bac et puis j'ai commencé mes études supérieures, quoi. Tout de suite vers l'orthophonie? Eh non. En fait, je savais pas quoi faire. T'aimais la littérature? Le langage était chez toi? J'aimais lire, j'aimais le langage, le contact humain, pour donner un truc très général. Je voulais faire psycho. En France, en 1997, c'est la peur du chômage. Donc tout le monde, en fait, les parents bienveillants, disent à leurs enfants « Prends pas une voie qui t'amène vers le chômage ». Donc mes parents me disent « Psychologie, tu vas pointer au chômage ». Fais un autre truc où tu pourras trouver un métier qui a de l'avenir et tout. Fais du commerce. Tu présentes bien, tu parles bien. Puis moi, vraiment, bonne élève. Non, il y avait un côté qui me plaisait aussi. Il y avait un petit challenge, parler aux gens. Ouais. Et donc, je dis, ok, je vais faire du commerce. Donc, j'ai fait 1 an, 2 ans de commerce. Après, je me suis spécialisée. J'ai fait une école de commerce. Après, je me suis sur-spécialisée. J'ai fait un master en marketing, design et création. Ça. Ouais. Ça te va encore. T'as du goût. Merci. Ça me plaisait, le contact, le marketing. Je sais pas, il y avait un truc un peu sophistiqué. La création, l'imagination, l'originalité, ça paye et tout. Et puis, en fait, entre la théorie et la réalité, il y a un fossé. Donc, c'est là que j'ai bifurqué. Après avoir travaillé... Comment on passe de marketing à orthophonie? C'est quoi le déclencheur? Le désespoir. Ça, c'est très, très drôle. Mais c'est vraiment une rencontre. Tout comme les bonnes choses qui nous arrivent dans nos vies, moi je trouve en tout cas. Les meilleures choses qui me sont arrivées, c'était une rencontre, un hasard. Je me retrouve sans emploi. Alors que tes parents t'avaient comme... offert une belle école de commerce et tout. Mais
je pouvais oui. repostuler pour un autre poste, c'est pas ça. Mais là, je vois que je suis à un carrefour. Je peux peut-être bifurquer. Parce que je me rends compte que dans mon métier, je me dis, une femme à 50 ans dans un métier du marketing, je me posais plein de questions. Et j'avais l'impression d'être dans un cul-de-sac et qu'il fallait que je trouve une autre porte de sortie. Et en discutant un jour avec la copine d'un ami qui m'explique ses études, elle était orthophoniste et elle travaillait en gériatrie. Et donc elle m'explique que ses patients ont perdu la mémoire et qu'elle, elle travaille justement à créer des supports pour faire revenir la mémoire. Puis ça réveille des trucs chez moi. Puis je lui dis, mais tu pourrais utiliser tel support photo, tel support vidéo. Puis j'ai un enthousiasme en fait qui monte à l'intérieur de moi. Puis elle me regarde et me dit, hey, t'as des bonnes idées. Elle me dit, je te verrais bien moi faire orthophoniste. T'as quel âge? J'ai 27 ans. Toutes mes copines commencent à être sérieusement dans le monde du travail. Ouais. Les gens commencent à acheter des appartements, des tu bébés, vois, des bébés. Et puis, je dis, oh, oui, pourquoi pas? Pourquoi tu le ferais pas? Et là, cette phrase-là, elle me percute. Vrai, pourquoi je pourrais pas le faire ça? Qu'est-ce qui m'empêcherait à 27 ans d'éventuellement recommencer mes études? Ah, que c'est courageux quand même, hein? À chaque fois, quand on me dit ça, je me dis, c'est pas courageux, c'est inconscient. Mais tu sais, c'est une envie, c'est un élan. En fait, tu regardes par derrière et tu te dis, j'ai été courageuse, mais sur le coup, ça n'a pas besoin de courage, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. J'ai tiré la langue, hein, clairement, c'était long comme étude. Puis c'était décourageant. Je recommence, je gagne 500 € par mois parce que je fais juste serveuse en fin de semaine, ben tu sais, pour aider mes parents à refinancer mes études. Mais j'y arrive. Ah, j'arrive au bout. Bravo. T'étais en France? En Belgique. En Belgique, oui. T'as raison, je suis française, mais j'ai pris la voie belge. Ouais. Puis c'est différent en Belgique qu'en France quand même. Toute l'éducation, c'est pas du tout la même chose à mon regard de québécoise. Il y a quand même beaucoup de nuances. Puis je voulais savoir maintenant un peu plus, c'est quoi ton métier d'orthophonie? Tu sais, comme en large, on va dire ça au Québec parce que probablement que tu connais mieux la profession ici. Parce que tu es arrivée ici après combien d'années de profession orthophonie? 2 ans. 2 années. Avant d'arriver ici, j'ai fait de l'orthophonie scolaire en Belgique, dans une école. L'école du chant des tournesols. C'est beau. Si me regarde, bonjour l'école du chant des tournesols. Je suis partie ici, je suis venue ici. Donc, l'orthophonie, vraiment, là, c'est pas pour faire un effet de style, il y a des orthophonies. De plus en plus, en fait, je trouve ça bien. Les professionnels ici commencent à avoir une expertise, un champ de compétences axé sur certaines choses. Et qu'en France, les praticiennes, en fait, elles exercent aussi bien pour les enfants que pour les adultes, etc. Ici, j'ai l'impression, quand tu travailles en adulte, tu fais que de l'adulte. Oui. Quand tu travailles en enfant, tu fais que de l'enfant. T'es pas généraliste. Est-ce qu'il y a un ordre d'orthophonie en France? Non, ça n'existe pas. C'est ça aussi la nuance. C'est une grande nuance. Ouais. C'est pas tant une nuance que ça. Est-ce que l'orthophonie adulte te tente des fois? Pendant toutes mes études, je n'ai juré que par l'orthophonie adulte. Ok. Je ne voulais pas entendre parler des enfants. Oh Et encore une fois, entre guillemets, j'ai rien décidé, c'est la vie qui a décidé pour moi. Et avec le recul, à chaque fois je vois, à chaque fois j'ai été remise en fait sur le chemin des enfants. Bon, après je me suis laissée faire aussi. J'ai pas trop tenu tête, mais mon parcours, il est en pédiatrie. L'orthophonie, en fait... Oui, parce que si on revient à nos moutons, on a perdu notre truc, mais c'est pas grave. Il y a des orthophonies, mais si on y va plus, l'orthophonie de Laurence, qu'est-ce que c'est ton quotidien avec les enfants? Parce que maintenant, tu travailles avec les enfants. Ouais, parce que je travaille avec des enfants. Ma grande fierté, c'est que j'ai 2 pratiques. Une pratique en école, pour le service public. Ouais. Et une pratique en fait en travailleur autonome dans un bureau privé. L'orthophonie scolaire, en fait, c'est avoir un rôle d'intervenant direct avec les enfants et d'avoir un rôle conseil et de dialogue auprès des enseignants, auprès d'une direction, auprès des orthopédagogues. Alors là, c'est un rôle que j'adore. Parce tu travailles avec des adultes aussi beaucoup, donc. C'est ça. Hein, au final, je suis au cœur d'un petit village, je suis au cœur d'un petit monde. Donc, j'interviens
directement auprès des enfants, à faire des séances classiques et tout. Hein. Puis je fais tout le service indirect. Hein. Donc comment ça va se passer au service de garde, comment ça va se passer avec l'enseignant dans la classe, comment... Hein, parce que l'enfant, il est dans tous ces milieux-là. Ouais. Attends, par rapport à l'école, est-ce que tu fais l'évaluation ou juste la rééducation ou les Quand deux? c'est nécessaire, je fais des évaluations. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et qu'on essaye de réquisitionner les ressources des professionnels pour faire autre chose que de l'évaluation, quoi. Mais quand c'est nécessaire, on en fait. On dira pas ta commission scolaire, mais tu es sur l'île de Montréal. Ouais. Parfait. Ouais. Puis au privé, comment ça se joue différemment? Ben là, c'est vraiment une démarche volontaire. Là, j'ai des parents qui vont m'appeler pour me dire, voilà, mon enfant, il a ci, il a ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, ils vont chercher à savoir ce que moi, je vais pouvoir faire. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que madame l'orthophoniste, en fait, aide leur enfant. Au fur et à mesure, je leur explique que moi, je vais les accompagner dans quelque chose, en fait, à mettre en place, et à la maison, et à l'extérieur. Mais je vais faire du travail aussi dans mon bureau. Hein. Tout dépend aussi de ce qu'il y a. Mais il y a vraiment un double aspect. En tout cas, ça, c'est vraiment pour tout ce qui est langage. En fait, est-ce que j'ai compris que dans le fond, t'es pédagogue? En fait, tu déçois un peu les parents en leur disant « Vous allez travailler aussi fort que moi là-dedans parce que je peux pas y aller une heure semaine. On va devoir se donner la main puis on va partager. » En fait, ce que je leur dis, c'est que là, je leur donne une tonalité. Je leur donne des balises. Je leur donne un modèle. Hein. C'est pour ça, souvent, là, je fais ça. Et les enfants, après, ils parlent en faisant ça. Donc, j'explique aux parents, c'est quoi parler avec son enfant ou ne pas parler avec son enfant. C'est pas non plus toujours commenter ce qu'il fait et répondre, et chercher, et poser des questions. Parce que ça saoule, ça, à un moment donné. Absolument. Puis quand ton enfant a des difficultés, c'est peut-être un réflexe de parent de vouloir mettre des mots sur tout. Ça, c'est un aspect que vraiment j'aime beaucoup. Moi, je me mets sur le tempo de la famille, sur le tempo de l'enfant. Je regarde, puis je vois ce qui est possible de faire. Souvent, c'est ce que je dis aux parents, puis je leur dis, je suis orthophoniste et je suis maman aussi. Ça, c'est hyper important, parce qu'il y a la théorie, puis il y a la vie. Puis l'orthophonie, elle va essayer de se mettre dans la vie. C'est qu'on va pas adapter la vie pour l'orthophonie. Alors voilà. C'est très... Les deux qui se mélangent. Oui, ben ça fait en sorte que c'est un suivi très pratico-pratique qu'il faut mettre au quotidien. Moi, comme orthopédagogue, je peux moins, il me semble, en tout cas, peut-être que je ne l'ai pas assez développé, mais rendre le parent aussi complice parce que c'est le langage, c'est un geste naturel plus que faire les devoirs, tu comprends? Ah non, mais c'est clair. Pour tous, tu vois, pour tous mes suivis en langage écrit, parce que je fais des suivis en langage écrit et en langage oral, c'est clair qu'en langage écrit, je peux moins accompagner les familles. Ouais. Je vais un peu les accompagner en les aidant, par exemple, pour le moment des devoirs. Il ne faut pas que ce soit un moment de cauchemar. L'étude des mots, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour alléger un peu l'étude des mots, etc. Là, je vais les accompagner, mais après... Fait que ça, c'est plus ton mandat, puis dans les écoles, donc tu es plus, on dirait dire, un pilier, en fait. Mais pour vrai, je ne savais même pas, cette petite différence-là, puis j'aime beaucoup comment tu accueilles le suivi, je trouve ça beau. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi que tu disais, j'ai compris sur le plan affectif qu'il peut avoir des enjeux, c'est pas juste neuro. Est-ce que dans ta carrière est arrivé un moment clé? Tu sais, t'as commencé à exercer le métier, puis est-ce qu'à un moment donné, t'as compris quelque chose de clé, t'as eu une nouvelle... Parce que moi, par exemple, dans mon métier, des fois, il m'est arrivé des choses que, oups, j'ai changé ma façon d'intervenir parce que j'ai compris quelque chose. Est-ce que ça t'est arrivé? Oui, notamment par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Moi, quand je suis arrivée au Québec, j'avais une vision de l'orthophonie comme ça se pratiquait avant. C'est-à-dire que le parent apporte son enfant et moi, je dois le réparer. Et puis, il y a eu un basculement, un déclic, à force d'écouter des orthophonistes qui pratiquent différemment, à force aussi, moi, de voir dans ma pratique, mais qu'est-ce qui se passe en fait si dans mon bureau, une fois semaine, je fais ci, ça, et puis que c'est pas relayé à la maison. En fait, ça sert à rien, je suis pas une fée, moi, je suis une orthophoniste. Quelque chose, en fait, que j'aimais pas trop au début, c'est-à-dire d'avoir les parents dans le bureau, après, je me suis appuyée dessus. Et ça a changé ma pratique. Mais c'est sûr qu'au début, on est un petit peu rouge. Hein. C'est intimidant. Intimidant. D'autant plus qu'au début, on n'a pas nos propres enfants. On donne des conseils à des parents. On n'est jamais sûr de rien. Tellement.
je me disais, mais comment toi qui n'as pas d'enfants, tu as commencé à leur dire à eux comment ils doivent les élever et leur parler et tout. Bon, après c'est ainsi, on utilise notre bon sens. J'utilisais aussi ce que j'avais appris à mes cours, puis qui était très intelligent. Oui, puis on a du recul, tu sais, eux ils sont dans leur cellule familiale, puis ils ont plus ce regard. Là, c'est ça. Et en fait, je l'ai apprivoisé. Je l'ai apprivoisé cette peur de dire un mot de travers. Je l'ai apprivoisé ce truc de, à un moment donné, faire une intervention avec un enfant un peu croche. Je l'ai apprivoisé, échapper mon stylo, échapper mes lunettes, me baisser pour ramasser un truc, me cogner la tête devant mes clients. Devant un enfant, c'est pas grave, mais devant un client. En fait, j'ai apprivoisé le fait d'être humaine, avec des failles. Parce qu'on oublie qu'eux le sont encore bien plus que nous. Et je me suis rendu compte que ça brisait la glace. Ça me rendait humaine et ça apaisait la séance à un moment donné. Mais il n'empêche que moi, je savais que j'avais des choses à leur apprendre, tu vois, que je connaissais ma théorie. Donc voilà, ça c'est venu rééquilibrer tout ça. Donc le fait d'avoir les parents, en fait, t'a rendu plus humaine et ça a été le déclic. T'es mis à les regarder comme des alliés plutôt que... Oui. Puis après, j'étais heureuse de les avoir dans mon bureau parce que je me rendais compte, ça m'offrait de la fierté. Alors c'est vraiment personnel, hein, donc je me rendais compte que ce que je disais, ça leur était utile. Ça avait ouvert leur vision, parfois ouvert leur cœur par rapport à leur enfant. Hein, des fois, le espèce de bon sens commun va dire oh bah il est un peu feignant, c'est pour ça qu'il parle pas trop. Votre enfant, vous savez, il est pas feignant. Ah ouais, c'est ça. Ton pire cas? Bah c'est frustrant. Le pire. L'élève pour qui j'ai rien pu faire ou celui qui te vient en tête quand je te dis le pire. C'est pas ma compétence, les difficultés motrices. Là, c'était vraiment un cas hyper pointu, hyper spécifique. Y a-t-il quelque chose dont tu es très fière que tu as réalisé dans ton métier? Ta plus grande fierté? Bah, déjà, en fait, c'est d'être allée jusqu'au bout de mes études. Ouais, c'est déjà une grande fierté. C'est vraiment une très très grande fierté. Attends, tu vas me dire si ça a de l'allure. Est-ce que je peux dire que je suis fière d'avoir fait confiance en fait en ma carrière et en mes rencontres? Et finalement, c'est ce qui fait que je travaille aujourd'hui avec les enfants et que j'en suis super heureuse. Ouais, c'est ça. Tu sais, d'avoir fait confiance à la vie. Ça fait un peu mystique, mais... Non, ben oui, mais moi je trouve ça beau en fait. Il y a de ça, de l'instinct. On contrôle pas tout. C'est ça. D'accepter qu'on contrôle pas, puis qu'on se laisse voguer, puis qu'il arrive des beaux hasards en fait. Je voulais savoir, Laurence, as-tu des talents particuliers, des intérêts particuliers qui seraient drôles? Comme tu pourrais me dire que finalement ta passion c'est les poupées, ça pourrait être les plantes, tu pourrais me dire que tu joues de l'harmonica. Mais on va dire une qui est vraiment reliée à mon métier, bien avant d'être orthophoniste. Je me posais toujours des questions sur comment il met sa bouche, lui, comment il fait ses sons, à capter en fait la façon dont les gens parlaient, analyser un stigmatisme, un cheveu sur la langue, quelqu'un qui parle sur le bout de la langue, à analyser les morphologies des doigts, les morphologies des pieds. En fait, j'ai toujours été hyper analytique. Et je trouvais que ça servait à rien. Mais je me disais, mais tu vas jamais en faire un métier de ça. T'as une bonne analyse visuelle. Pieds, ouais, c'est ça déjà. Alors, observer le non-verbal. Et puis aujourd'hui, pour ma pratique en TOM, c'est le trouble oromyo-fonctionnel. Toutes les fonctions orofaciales. Donc ça peut être la parole, la mastication, la respiration, la déglutition. La posture aussi qui influence tout ça. Donc aujourd'hui, je la regarde la forme du nez, je la regarde la forme des lèvres, le positionnement de la langue. Incroyable. Oui, je comprends, c'est toute une cueillette d'informations. Tu peux aller Maintenant, je le fais avec utilité. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une jeune ou un jeune orthophoniste qui commence ou qui n'est pas certain qu'il va aller en orthophonie? Tu sais, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise dans le creux de l'oreille à tes débuts? Ce que j'ai envie de dire aux étudiants, c'est orthophoniste, en fait, c'est un métier dont on peut vraiment être fier. C'est un métier, en fait, au carrefour de plein de choses. C'est un métier de théorie, de rigueur, et c'est un métier aussi d'intuition. C'est un métier, en fait, où vraiment, pour y arriver, je trouve que on doit
exprimer sa personnalité. En fait, c'est un métier de liberté. C'est un métier cadré. On ne peut pas faire n'importe quoi, mais c'est un métier de liberté. C'est quoi notre couleur? C'est quoi notre tonalité? Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose à développer à l'intérieur d'une carrière. Donc, continuez vos études. C'est un petit peu dur, ok, c'est long et tout. Mais après, vous allez vraiment, et je vous encourage à vous exprimer personnellement et à donner votre couleur, en fait, à votre orthophonie. Donc, on a une grande liberté. Oui, 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 Autant à c'est l'intérieur cadré. d'un cadre. Ouais, c'est ça. Mais tu peux y mettre après, ta couleur. Vraiment, vraiment. Et c'est là où la créativité, le Mhm. génie même, j'ai envie de dire, s'exprime. Et toi, tu vois des clients, des petits, des moyens ou des grands, ou tout ça? Mon plus jeune, il va aller à 18 mois. Oh! Puis je peux monter jusqu'à 17 ans, 18 ans. Oh! Ouais. Puis est-ce que je te demanderai pas la clientèle préférée parce que je connais ta réponse, c'est toute. On aime ça, la variété, hein? Mais non, mais c'est bien, mais parce que c'est sûr qu'avec un bébé de 18 mois, c'est pas les mêmes interactions qu'avec un ado de 13 ans. Mais par exemple, avec un bébé de 18 mois, je vais discuter aussi avec les parents. Donc finalement, j'ai vraiment tout le spectre des âges. Même parfois, en fait, j'ai des grands-parents qui me déposent leurs enfants. Puis c'est aux grands-parents aussi que je vais faire des recommandations et tout. Donc, on va dire la cible, c'est du 18 mois, 17 ans. Mais au final, je touche tous les âges. Puis j'aurais peut-être une dernière question. C'est quoi le motif de consultation le plus fréquent pour le privé, par exemple? Aujourd'hui, c'est l'articulation. Ah bon? Ouais. En deuxième place, ça va être le langage écrit. Lecture-écriture. Mais Ouais. en premier, le plus de demandes que j'ai, c'est l'articulation. Alors que des fois, ce serait le manque de vocabulaire. Ça pourrait, mais je dirais que c'est moins saillant. Les parents vont pas s'alerter sur le manque de vocabulaire. Et à l'école, c'est quoi ta clientèle, en fait, la plus fréquente? Est-ce que c'est vraiment pour des troubles d'articulation? Alors, au public, ce qu'il faut que tu saches, c'est que moi j'interviens dans les classes d'adaptation scolaire. Donc ils sont déjà en fait dans des classes spécialisées. Donc moi, ces 5 dernières années, j'étais en classe langage et je m'occupais des enfants qui avaient un trouble développemental du langage. Chanceuse. Ah là là. Mais c'est des grands défis et en même temps c'est des belles réussites. C'est Ah vraiment oui. les deux. Oui. Elle est où, Laurence, l'année prochaine et dans la prochaine décennie? Tu es Euh, capable de voir ça? Pour dire vrai, j'ai pas un chemin, un parcours que je veux faire précisément, de façon structurée. Mais il y a un truc en fait qui m'aide dans ma vie, c'est de me dire, je veux faire quelque chose qui me rendra fière quand je vais le raconter à mes petits-enfants plus tard. Et je veux faire quelque chose en fait là où il y a de la vie. Donc pour l'instant, c'est sûr que ma vie, c'est l'orthophonie, parce que je commence vraiment à avoir une belle expérience. Oui. Je On commence le à... sent. Ça fait combien de temps que tu pratiques? J'ai été diplômée en 2012, donc ça va faire 13 ans là. Ah oui. Donc j'ai pas envie de gâcher ça. Donc je te dirais dans 10 ans, j'espère que je serai encore orthophoniste. Mais si je le suis pas, je serai à un endroit où il y a de la vie, où il y a de la créativité et où ma personnalité peut vraiment s'exprimer. Ah, ben merci. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire qu'on n'a pas parlé? Alors, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je suis très très fière de mon métier. Je suis très fière d'être orthophoniste. Puis comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est un métier qui est très cadré. Je trouve ça très bien. On a un ordre professionnel, on ne peut pas faire n'importe quoi. On est un métier majoritairement féminin. Ce serait bien qu'il y ait plus d'hommes aussi dans ce métier. Hein? Alors c'est sûr que j'ai vraiment un message amical à donner à mes collègues orthophonistes. Et vous êtes des bonnes professionnelles. Ouais. Ah, j'ai un petit cadeau pour elle. Oh. Oui, pour elle qui est juste là. Alors Laurence, je t'offre une petite bouteille avec des montres pour égayer les enfants. Puis je te donne des petits cahiers que j'ai fait. Je sais que j'en avais déjà donné un, je crois, pour ton fils. Hein? Ouais, celui-là. Ah ouais. Alors merci Allez, Laurence. Merci Laurence Ribeiro pour ce beau moment. Merci.